Y a-t-il une place pour le numérique dans l'agriculture? C'est par cette question que Corentin Leroux interpelle sur sa page LinkedIn. Et qui de mieux que lui finalement pour y répondre? Agronome de formation, Corentin a toujours eu à cœur de connecter les réalités du terrain avec les avancées technologiques. Après un doctorat sur le traitement des données spatiales en agriculture, il crée en 2019 une société qui s'appelle Aspexit, une entreprise qui accompagne les acteurs du monde agricole dans l'usage des outils numériques. Vulgarisateur passionné, il décrypte les liens entre agronomie, climat, énergie et technologie à travers des dossiers accessibles à tous. En 2024, il cofonde une plateforme qui s'appelle Wiki AgriTech, une plateforme open source qui répertorie plus de 1500 innovations numériques au service de l'agriculture. Expert du bas carbone, Corentin a également contribué aux travaux de l'association The Shift Project en explorant les leviers de décarbonation du secteur agro-industriel et en questionnant sur le rôle des technologies agricoles dans la transition énergétique. Alors, peut-on faire cohabiter innovation et sobriété dans l'agriculture? Comment s'assurer que le numérique accompagne une agriculture plus durable et plus résiliente? Un échange essentiel avec Corentin. Corentin, je vous invite à me rejoindre, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents et présentes aujourd'hui. Moi je suis très content d'être là aussi aujourd'hui. Je m'appelle Corentin Leroux, j'ai 33 ans et je viens de Montpellier. Alors moi je suis agro de formation et j'ai pas mal travaillé dans le domaine des technologies numériques appliquées à l'agriculture. Donc c'est tout ce qui va tourner autour des instruments de mesure, des capteurs, des modèles agronomiques, des applications smartphone. C'est peut-être des choses qui vous parlent un petit peu. À la fin de mes études, moi j'ai fait un doctorat où j'ai travaillé sur des capteurs de rendement sur des moissonneuses-batteuses. Donc c'est des capteurs, des systèmes embarqués sur des machines qui permettent de mesurer en temps réel les flux de grains qui passent dans la moissonneuse au moment où au fur et à mesure que les parcelles sont récoltées. Alors moi je ne suis pas issu du milieu agricole au départ, mais j'ai des personnes autour de moi qui me drivent et qui m'inspirent sur ce sujet-là. J'ai une amie qui est installée à côté de Montpellier en maraîchage et en agroforesterie. J'ai un copain qui est double actif avec une ferme familiale en Picardie et plus proche de moi dans la famille. J'ai un oncle et un cousin agriculteurs dans le Nord, à côté de Cambrai, peut-être que vous connaissez, qui sont installés en agriculture de conservation des sols et une partie en agriculture biologique. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand j'échange avec ces gens-là, quand je vais travailler un petit peu sur leur ferme, c'est des piqûres de rappel pour me rappeler à quel point le métier d'agricultrice et d'agriculteur est particulièrement complexe. Alors au fur et à mesure de mes études et de l'avancement dans ma vie, on peut dire, j'ai pris conscience, parfois un peu violemment, de certaines choses, certains éléments qui nous dépassent. L'effondrement de la biodiversité, un dérèglement climatique, une contraction énergétique, une raréfaction de l'énergie fossile disponible. Et donc du coup, j'ai voulu commencer à mélanger un petit peu mes mondes, agronomie, technologie numérique, énergie, climat, essayer de faire un pas de côté, prendre un peu de recul sur la science des données, l'analyse des données que je faisais pour commencer à me demander finalement à quoi servaient toutes ces technologies-là. Et c'est comme ça que j'ai été aussi amené à travailler avec le Shift Project, qui est une association d'intérêt général. Vous connaissez peut-être son président Jean-Marc Jancovici pour son franc-parler et son humour noir. C'est une structure qui a lancé il y a un peu plus d'un an un travail assez large sur l'agriculture. Ils ont voulu s'intéresser à finalement l'innovation technologique là-dedans, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on en fait, etc., etc. Et du coup, c'est là que je suis intervenu. Alors, par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, héritage, innovation, comment est-ce que tout ça, ça résonne pour nous au sein du Shift Project? Alors, héritage, tout d'abord. Alors, en France, on a la chance d'avoir une agriculture qui est plurielle, qui est très diversifiée. On a des agricultures en France. On a des terroirs différents, des contextes pédoclimatiques différents, des contextes de production différents. Mais on a aussi une agriculture qui est relativement spécialisée sur les territoires. C'est quelque chose que vous voyez derrière moi. Vous reconnaissez par exemple les plaines céréalières de la Beauce, les élevages de porcs en Bretagne ou encore des élevages un peu plus allaitants dans le centre de la France.
Alors, cette agriculture qu'on connaît aujourd'hui, elle a hérité d'un certain nombre de choses. Elle a notamment hérité d'une dépendance extrêmement forte aux énergies fossiles. Déjà du fioul pour faire fonctionner les machines agricoles et du gaz pour les engrais minéraux azotés, parce que l'azote, c'est le principal facteur limitant du rendement en production végétale. Cette énergie-là, elle ne vient pas de chez nous, on l'importe. Ça veut dire que la grande majorité des exploitations en France ont complètement perdu leur autonomie énergétique depuis quelques années. Cette agriculture-là, elle a hérité aussi d'une désynchronisation complète entre les productions animales et les productions végétales. Donc les effluents d'élevage, on a de plus en plus de mal à les faire réatterrir au niveau des productions végétales. Cette agriculture-là, elle a aussi hérité d'un éloignement, d'un élargissement des distances entre le producteur et le consommateur. On a une chaîne aval qui s'est agrandie avec des industries agroalimentaires, de la grande distribution, des chaînes logistiques, de la restauration. Et ça s'est tellement allongé qu'actuellement, on a à peu près un camion sur 3, un camion sur 4 en France qui transporte de l'alimentation. Alors, sur la partie innovation maintenant, alors c'est vrai qu'on a tendance généralement à associer le terme d'innovation à technologie, innovation technologique. Mais en fait, quand on y regarde un peu plus près en agriculture, en fait, il y a énormément de formes d'innovation qui sont différentes. On a, peut-être le plus simplement du monde, les innovations agronomiques. Alors, je vous ai parlé un peu tout à l'heure d'agroforesterie, par exemple, où on mélange des cultures de plein champ avec des arbres. On a des systèmes de polyculture élevage, on a des systèmes bas intrants, par exemple, où finalement on va utiliser peu d'énergie extérieure ou peu d'intrants pour faire fonctionner le système. On a des pratiques de semis sous couvert. Mais on a aussi des formes d'innovation qui sont sociales. Par exemple, on peut imaginer des investissements à la ferme ou des aides à l'installation de paysans avec des capitaux publics, privés et même citoyens. On peut imaginer aussi des instances de concertation collective entre des producteurs et des consommateurs. C'est par exemple, c'est qui le patron ? On peut imaginer des formes d'innovation organisationnelle aussi. Vous avez des agriculteurs et des agricultrices qui se regroupent en CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, pour mutualiser leur agroéquipement. Et vous avez aussi, par exemple, des logiques de circuit court, c'est peut-être des choses sur lesquelles vous êtes un peu plus familier, où on va rapprocher le producteur et le consommateur. Donc il y a énormément de formes d'innovation différentes, et peut-être ce qui va nous permettre d'avancer un petit peu ou de nous améliorer, c'est de combiner ces formes d'innovation ensemble sous la forme de systèmes d'innovation. On va combiner par exemple une innovation technologique avec une innovation sociale, une innovation agronomique avec une innovation organisationnelle. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Alors, si je me concentre un peu plus sur l'innovation technologique maintenant, alors les technologies agricoles, c'est alors les technologies plus ou moins complexes, elles ont toujours été intriquées, enlacées dans les systèmes et dans les pratiques agricoles. C'est assez difficile de parler d'agriculture sans parler de technique et de technologie. Alors c'est vrai que souvent on pense aux technologies qui sont un peu complexes ou récentes, comme les machines, l'agroéquipement, les engrais, la chimie, les produits phytosanitaires, les semences sélectionnées. Et c'est vrai que finalement toutes ces technologies récentes, en combinaison avec une énergie fossile largement disponible, ça a permis d'exploser la productivité du travail en agriculture. Alors même si depuis une vingtaine d'années on commence à voir une sorte de plafond de verre sur le rendement de certaines cultures céréalières. Toutes ces technologies-là, aussi, avec, encore une fois, l'énergie abondante disponible, ça a permis de réduire une sorte de forme de pénibilité du travail. Ça a augmenté le confort de vie de travail des agricultrices et des agriculteurs. Alors, moi, j'aime pas trop parler de la technologie en général, je préfère parler des technologies agricoles parce que le terme chapeau de la technologie, en fait, masque une diversité, une variabilité de technologies. C'est vrai que c'est assez difficile de comparer, par exemple, un robot agricole et un capteur de température. Vous êtes d'accord avec moi, j'espère. Du coup, cette diversité de technologies, en fait, elle masque une diversité de capacités de déploiement de ces technologies, de maturité technologique. Elle masque une diversité d'empreintes énergétiques de chacune de ces technologies. Elle masque une diversité de compétences qu'il va falloir mobiliser pour utiliser ces technologies. Donc voilà pourquoi c'est pour moi important de parler des technologies agricoles. Alors, c'est vrai que dans la sphère médiatique, dans la sphère politique et même aussi dans la sphère agricole, depuis quelques années, on ressent une tendance vers un discours qui est assez technosolutionniste, c'est-à-dire un discours où on va mettre la technologie en avant, ou en tout cas un peu plus en avant que le reste.
Vous avez peut-être souvenir, il y a 3-4 ans, je crois que c'était un peu après le Covid, on avait le président Macron qui nous donnait les grandes directions que devait prendre l'agriculture avec un triptyque numérique, robotique et génétique. On nous parle de technologies d'optimisation de l'alimentation des rations animales, on nous parle de systèmes de suivi, de surveillance, de monitoring des élevages et des productions végétales à partir d'intelligence artificielle. On nous parle de biostimulation pour enrichir et rebooster les sols. On nous parle de nouvelles technologies génomiques pour venir éditer le génome avec un ciseau moléculaire. On nous parle de fermes plus ou moins robotisées. Et à chaque fois, quand on entend parler de tout ça, c'est de façon assez péremptoire, affirmative, un peu comme si ça allait de soi qu'il fallait développer ces technologies-là. Alors, c'est vrai que notre monde, il a changé, force est un peu de le constater. L'espace de contraintes, les cadres de contraintes physiques, énergétiques, climatiques qu'on vit actuellement, ce n'est pas les mêmes qu'il y a 10, 20, 50 ans, ça continue à évoluer. On fait face à des chocs climatiques et des chocs énergétiques qui viennent affecter la vulnérabilité et la résilience des exploitations agricoles. On fait face à un dérèglement climatique sans précédent, où on a des agricultrices et des agriculteurs qui sont en ligne de mire. On fait face à une contraction et une raréfaction de l'énergie disponible. Et avec cet espace de contrainte, ce nouveau cadre de contrainte, c'est peut-être le moment de faire un pas de côté et de se demander, de se poser la question collectivement, finalement, c'est quoi la place de l'innovation technologique en agriculture ? Alors, si je reviens rapidement sur le thème d'héritage et d'innovation, rien qu'avec le dérèglement climatique, cette notion d'héritage, elle est déjà un peu questionnée. On a des aires de production biogéographique, on a des contextes de production qui commencent déjà à évoluer. On ne va pas produire en France dans 10, 20, 50 ans ce qu'on produit déjà aujourd'hui. Okay, donc ça veut dire que peut-être même que la notion de terroir, il va falloir la re-questionner. On a aujourd'hui des innovations technologiques qui viennent soutenir certaines filières agricoles plutôt que d'autres. Des filières qui sont plus rentables, des filières qui sont plus capitalistiques. Et donc d'un point de vue héritage, la question qu'on peut se poser, c'est finalement si on soutient que certains modèles agricoles, certaines formes d'agriculture, est-ce qu'on va soutenir l'ensemble de notre héritage ou pas ? Un message important qu'on veut faire passer, c'est qu'il va falloir absolument développer un cadre d'analyse des technologies agricoles. Les technologies, elles doivent être analysées au cas par cas. C'est quelque chose qui est important parce qu'une technologie à un endroit donné, elle ne va pas forcément être utilisée, adaptable dans un autre contexte de production. Donc ça, c'est une première chose. Et ces technologies-là, il va falloir en évaluer les impacts directs, indirects et systémiques. Alors si je m'explique rapidement, ça veut dire les impacts directs d'une technologie, c'est si on prend par exemple un système embarqué pour optimiser la pulvérisation ou les apports de produits phytosanitaires, d'engrais. On peut imaginer effectivement qu'on va optimiser les apports, optimiser l'efficacité des apports, réduire les intrants, ça c'est intéressant, c'est une première brique. On a aussi des impacts indirects. L'impact indirect, ça va être de dire, pour fabriquer ce système embarqué, en fait, j'ai eu besoin de matière, j'ai eu besoin d'énergie, j'ai eu une empreinte climatique associée, donc tout ça, je dois le prendre en compte. C'est aussi des effets rebonds. Par exemple, ça va être de dire, en fait, si j'ai un système qui est toujours plus optimisé, peut-être que je vais vouloir l'amortir avec des plus grands parcellaires, des plus grandes machines. Je vais vouloir rajouter peut-être des animaux sur ma ferme. Donc ça, c'est des impacts indirects. Et il y a aussi des impacts systémiques. Par exemple, quand vous allez introduire une technologie ou un système technologique sur une ferme, il va se passer des choses, ça va transformer des choses. Un exemple concret, c'est le robot de traite. Quand vous mettez en place un robot de traite sur une exploitation agricole, en fait, il y a une transformation profonde qui s'opère. Ce n'est pas toute chose égale par ailleurs. Vous allez transformer le modèle d'organisation du travail sur la ferme. Vous allez faire évoluer les relations de l'agricultrice avec ses salariés, de l'agriculteur avec ses bêtes. Vous allez peut-être remettre même en question l'identité même de l'agriculteur ou de l'agricultrice. Quand on déploie une technologie à l'échelle de la ferme ou à l'échelle d'un territoire entier, quand on veut le déployer très largement, ça pose des nouvelles questions aussi. C'est peut-être des nouvelles architectures réseau, des architectures énergétiques qu'il va falloir développer. C'est peut-être des réseaux de concessionnaires qu'il va falloir mettre en place aussi pour venir réparer les outils qu'on utilise. Donc si je reprends un petit peu ce pas de côté dont je vous parlais tout à l'heure, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour les technologies agricoles dans les années à venir ? Déjà, on pourrait se demander s'il ne faudrait pas développer des technologies qui soient sobres et frugales, avec une empreinte matière, une empreinte énergétique, une empreinte climatique qui soit plus faible.
On pourrait aussi se demander si ce n'est pas l'occasion de développer des technologies qui soient plus appropriées et plus appropriables par les agricultrices et les agriculteurs. Ça veut dire des technologies qui vont pouvoir être adaptées au système de fonctionnement et au contexte de production des agricultrices et des agriculteurs. Parce que si ils peuvent bricoler, les adapter, on aura forcément des exploitations plus résilientes derrière. C'est peut-être aussi le moment de se demander s'il ne faut pas développer des technologies qui viennent outiller le vivant pour accompagner des trajectoires agroécologiques. C'est-à-dire des technologies qui vont venir exacerber les hétérogénéités, exacerber les diversités de modèles agricoles, puisque plus on aura une agriculture ou des agricultures diversifiées, plus on aura une agriculture qui est résiliente. C'est peut-être le moment aussi de se demander s'il ne faut pas développer des technologies pour venir soutenir les modèles agricoles qu'on veut voir advenir. Par exemple, si on veut développer des filières de légumineuses ou si on veut développer des associations de céréales et légumineuses, peut-être qu'il va falloir développer des technologies pour, en sortie de parcelle, venir trier les céréales et les légumineuses. Là, par exemple, vous avez un exemple de système d'innovation où on mélange une innovation agronomique, l'association céréales-légumineuses, avec une innovation technologique. Si on veut, par exemple, déployer des systèmes en agriculture biologique ou des systèmes complexes en agriculture, peut-être qu'il va falloir justement développer des technologies qui soient capables de prendre en compte cette complexité ou du multi-atelier, par exemple, sur les fermes. Il y a quelques jours, quelques semaines, on avait en France le sommet de l'intelligence artificielle. C'est un sommet où on nous a annoncé en grande pompe qu'on allait avoir plus de 100 milliards d'euros d'investissements français et étrangers pour soutenir des projets, des structures, des modèles autour de l'intelligence artificielle. Plus de 100 milliards d'euros. Juste un ordre de grandeur, la politique agricole commune, donc c'est-à-dire le déterminant socio-économique le plus important pour la politique agricole, c'est en France un peu moins de 10 milliards d'euros par an. Au niveau de l'intelligence artificielle, on nous promet un avenir, on ne sait pas vraiment lequel c'est, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut y aller vite. À l'heure où on a une population agricole qui s'effondre, on a perdu en 10 ans près de 100 000 exploitations agricoles, est-ce que ce niveau d'investissement ou cette promesse d'investissement dans l'intelligence artificielle est la plus pertinente? Est-ce que l'intelligence artificielle pourra nous nourrir quand il n'y aura plus d'agricultrices et d'agriculteurs? À un moment où on a un coût matière, un coût énergétique, un coût climatique très important de l'intelligence artificielle, parce que la dématérialisation, le cloud, c'est bien des structures physiques. Derrière, c'est des data centers, des câbles, des réseaux, des processeurs. Est-ce que ce niveau d'investissement dans l'intelligence artificielle, ou cette promesse d'investissement, est-ce qu'elle est la plus pertinente au regard des contraintes énergétiques et climatiques dont je vous ai parlé tout à l'heure? Les choix de société qu'on fait aujourd'hui, ils vont impacter l'avenir de nos agricultures. Et un message important qu'on veut faire passer, c'est qu'il faut absolument développer des cadres d'analyse de ces technologies. Il faut les analyser au cas par cas, et pour chacune de ces technologies, il faut en évaluer les impacts directs, indirects et systémiques. Merci à vous. Merci Corentin.